Normalement, c'est bon. En direct. Oui, normalement, c'est bon. Ok, donc c'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en présence de Michel Gonza, qui est président de l'association Croco-Vélo. C'est une association visant à promouvoir le vélo à Nîmes, tout en sécurité. Donc, allez-y, bonjour Michel Gonza. Bonjour à tous. Eh bien, on a intitulé cette présentation « J'y vais à vélo » parce que c'est la façon la plus simple de définir, c'est un petit peu ce que l'on va essayer de couvrir, c'est-à-dire comment vous expliquer comment prendre un vélo pour se déplacer plutôt que d'autres moyens de locomotion et les avantages que ça peut apporter, mais aussi tout ce qu'il faut pour ne pas courir de risque lorsqu'on se déplace, en particulier en ville, mais pas que à vélo, expliquer ce qu'il faut essayer d'éviter comme une difficulté. Voilà. Non, c'est celui-là. Non, c'est l'autre. Si. Voilà, donc comment j'y vais à vélo? Eh bien déjà, voilà un petit peu le plan de la présentation que nous allons suivre, c'est-à-dire, je vais vous parler un petit peu de l'association Croco-Vélo et des autres associations équivalentes en France, puisqu'il y en a plus de 400, pratiquement dans chaque ville. Et ensuite, les avantages de se déplacer à vélo par rapport à d'autres moyens de locomotion. Un petit chapitre sur comment bien le choisir. Et ensuite, les équipements qui sont indispensables ou conseillés, l'entretien et puis des conseils de circulation dans le trafic. Et puis on passera à une petite partie questions-réponses. Et puis ultérieurement, parce qu'à cause du Covid, on n'a pas pu le réaliser, on vous proposera en présentiel, puisqu'il faudra qu'il y ait vos vélos, un atelier pratique de vérification et d'entretien de votre vélo. Alors là, Croco-Vélo est une association nîmoise qui a une vingtaine d'années d'existence, qui fait partie de la Fédération française des usagers de la bicyclette, qui vise à apporter une réponse concrète aux préoccupations quotidiennes des cyclistes et promouvoir l'usage du vélo comme mode de déplacement quotidien. Et par la mise en réseau des associations locales, la concertation avec les pouvoirs publics à tous les niveaux, et en particulier dans les différentes campagnes comme celle que l'on a en ce moment au niveau des départementales et régionales, mais l'année dernière c'était les municipales ou les agglomérations. Et nous essayons d'agir pour que l'on ait davantage de moyens pour se déplacer à vélo. Alors cette fédération, elle a très vite augmenté ces dernières années depuis qu'il y a le plan vélo, depuis 3-4 ans, et on est plus de 450 associations maintenant. Alors ça comprend à la fois des associations de plaidoyer comme la nôtre, mais aussi des actions de vélo-école pour former les gens qui n'ont pas appris à circuler à vélo, par exemple, et des ateliers d'autoréparation aussi. Alors, quelques illustrations des actions de la FUB à Nîmes et dans l'environnement de la région. Il y a deux types, disons, des actions pro-vélo en faveur du vélo, c'est-à-dire concertation entre les usagers et les collectivités pour demander l'aménagement d'une section, par exemple, en ce moment, le périphérique Allende ou la rue du Carreau de l'Âne, en fonction de ce qui se développe dans la ville et de ce qui manque surtout pour la continuité des itinéraires de déplacement cyclables. Des conseils aussi en matière de sécurité itinéraire. Alors, sécurité, ça peut s'adresser à tous les âges, aussi bien pour les scolaires ou pour accompagner par exemple, on a accompagné des classes pour préparer une sortie à vélo sur la voie verte et leur expliquer comment circuler par rapport aux autres usagers et aussi, surtout, par rapport aux véhicules motorisés. Les opérations de... Oui.
ça se mette à une distance Bon, c'est différente. toujours la technique a toujours des petites difficultés de mise en place. C'est normal, c'est du live. C'est du live. En tout cas, ils vous entendent. Donc, oui. Bon. Alors, l'action suivante, c'est le marquage des vélos, parce qu'un vélo, il faut savoir que les vélos, on en vend beaucoup, mais on en vole beaucoup aussi. Et le marquage, gravage du vélo, ça évite un petit peu, ça dissuade les voleurs dans un premier temps, et ça permet, lorsqu'on retrouve un vélo, de pouvoir retrouver son propriétaire. Parce que la difficulté, c'est de faire le lien entre le numéro qui est marqué sur le vélo, sur le cadre, et d'avoir les coordonnées du propriétaire. On met à disposition de la documentation. On fait des reconnaissances d'itinéraires à vélo aussi, beaucoup, parce que pour suggérer au pouvoir public des développements, il faut déjà savoir où est-ce qu'il y a des manques et comment on pourrait envisager et faire des propositions sur les possibilités de mise en place d'itinéraires continus. Également, un vélo, quand on s'en sert, ça s'use, c'est comme les piles Vondair, hein, ça s'use si on s'en sert. Et donc, il faut des ateliers de diagnostic et d'entretien vélo. Et puis, bon, même si on n'est pas équipé pour faire toutes les réparations, faire le minimum, apprendre à faire les réglages et renvoyer sur les vélocistes lorsque c'est quelque chose de plus conséquent. Et puis, des vélos-écoles pour les adultes et enfants. Voilà. Donc, vous avez, alors Coco Vélo, c'est l'association Nimoz, mais comme vous avez à peu près 400 associations en France, vous allez toujours en trouver une près de chez vous, là où vous serez à l'avenir, parce que vous n'allez peut-être pas rester toujours sur Nîmes. Et donc, vous pourrez toujours vous associer à cette action des usagers auprès des collectivités. Alors, on organise aussi quelques rendez-vous. La semaine du développement durable, et on y est dedans, puisque c'est précisément l'opération d'aujourd'hui, c'est dans le cadre de la semaine étudiante du développement durable, où on a choisi de faire une intervention sur cet aspect-là. Et donc, ça fait partie des choses qu'on fait régulièrement, ou également dans les entreprises ou dans des contextes d'école ou autres. Également, la semaine du vélo à l'école et au collège, qui est en fin mai, où on fait des opérations plus ciblées sur les enseignants, sur les élèves. Il y a chaque année, le premier week-end de juin, la fête du vélo, qui est une fête internationale pour promouvoir les déplacements à vélo. On y participe aussi. La semaine européenne de la mobilité. Et enfin, dans le calendrier, à l'automne, lorsque les jours commencent à raccourcir, la campagne cycliste brillée, parce que quand les jours commencent à raccourcir, bien souvent, on a la tendance de partir le matin, il fait jour, et on rentre un peu tard le soir et on se fait prendre par la nuit. Et la nuit, en fait, le cycliste, il ne se rend pas compte qu'il n'est pas vu. Donc, il faut qu'il soit bien éclairé ou qu'il soit bien visible. Et ça, parce que c'est quand même une grande partie des accidents mortels, c'est la nuit, malheureusement, ou surtout dans les zones de campagne, mais également en ville, dans des secteurs moins éclairés. Voilà pour la présentation rapide de notre association. C'était là. Bon, alors, les bonnes raisons de devenir cycliste, plutôt que de prendre sa voiture, surtout. Bon, les transports en commun, il n'y en a pas toujours à toutes les heures. Et à pied, selon la distance qu'on a à parcourir, ce n'est pas toujours facile aussi. Donc, c'est intéressant, le vélo, c'est pratique, parce que vous le déplacez plus facilement qu'en voiture. Et quand vous êtes à moins de 5-6 km, vous allez aussi vite, au moins, voire plus vite qu'en voiture. C'est pas cher. Hein, puisque c'est un vélo, c'est à peu près le prix de 4 pleins d'essence. On a mis 250 €, mais enfin, c'est pour un vélo neuf. Mais en occasion, on trouve des vélos beaucoup moins chers. Et puis, ça ne coûte pas cher à l'entretien parce que vous roulez pour environ 10 € par mois, si on compte les réparations sur l'année. Et encore, on peut être très en dessous. Ça dépend un petit peu si on prend des trajets très accidentés ou si on prend bien soin de son vélo, on peut tomber bien en dessous de ses coûts d'entretien. Un point très important, c'est que c'est bon pour la santé. Et ça, on n'a pas trop insisté dans les premières années, mais les études se développent de plus en plus là-dessus. Et bon, se déplacer en vélo, ça ne demande pas un effort physique important. Surtout que maintenant, on peut avoir des vélos à assistance électrique dont l'usage s'est beaucoup répandu et dont le prix a bien baissé. Donc, ça peut être un palliatif lorsqu'on a des difficultés, soit physiques de déplacement, soit qu'on a des grandes pentes à absorber. Par exemple, ici, lorsqu'on habite dans les secteurs en hauteur, au-dessus de la Tourmagne ou ailleurs, il y a des bonnes côtes parfois. Avec l'assistance électrique, c'est plus facile.
Et il faut savoir que rien que de faire 30 minutes par jour d'activité physique, vélo ou à pied, ça vous rallonge votre espérance de vie de 4 ou 5 ans. Donc c'est pas négligeable. Et puis ensuite, en plus, on se sent beaucoup mieux en forme. Ça évite les risques, ça limite les risques cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé qu'on étudie de plus en plus, hein. C'est bon pour beaucoup de choses. À tel point que dans certains cas, les médecins prescrivent de faire du vélo pour se remettre en forme, notamment en rééducation après un certain nombre d'opérations. Et puis quand on prend de l'âge, eh bien, c'est très bon de continuer à faire du vélo parce que ça maintient bien. Voilà. Et il faut savoir qu'en plus, le cycliste est moins exposé que le piéton ou l'automobiliste à la pollution en ville parce qu'il est plus haut. Il est sur un vélo en hauteur et donc la partie la plus polluante dans une ville, les particules carbonées, c'est jusqu'à 1 mètre de haut, au ras du sol. Voilà. Donc c'est bon à savoir. Et enfin, tout ça, c'est bon pour l'environnement parce que le vélo, ça fait pas de bruit, ça pollue pas, ça coûte pas très cher à fabriquer en termes de dépenses carbone et de dépenses d'énergie pour le fabriquer. Et puis, ça évite les pollutions, particules fines et autres. Et ça permet aussi d'avoir une ville moins bruyante, par exemple. Lorsqu'on le voit bien maintenant qu'on a un petit peu progressé dans Nîmes, il y a certains secteurs où c'est des zones qui sont beaucoup plus des zones 30 ou des zones à circulation automobile plus limitée. Ça fait moins de bruit et on respire mieux. Alors, peut-être quelques règles générales pour bien choisir son vélo. Si vous avez un vélo, c'est bien. Sinon, si vous hésitez, vous ne savez pas. Quand vous pouvez choisir, le mieux c'est de prendre selon son usage principal. C'est-à-dire, est-ce que je veux faire des déplacements en ville? Est-ce que je veux faire de la course cycliste? Est-ce que je veux faire de la randonnée? Est-ce que je veux faire du tout-terrain? Ou un peu de tout ça? Et puis, quel est mon contexte? Est-ce que je vais utiliser le vélo pour aller au travail? Est-ce que je vais l'utiliser simplement pour mes loisirs? Ça va jouer par exemple sur la tenue que vous allez pouvoir prendre, parce que si vous allez au travail, vous n'allez pas vouloir vous mettre en cuissard et un petit gilet de coureur et vous changer en arrivant au boulot. Encore que maintenant, on commence à avoir nos actions auprès des entreprises, fait qu'ils mettent en place un certain nombre de vestiaires, d'endroits pour se changer, de stationnement, ce qui va permettre même prendre une douche lorsqu'on arrive avant d'attaquer sa journée de travail. Donc ça fait partie des contextes d'environnement dont il faut tenir compte. Si c'est pour les courses du quotidien que vous utilisez le vélo, il faudra qu'il soit suffisamment équipé pour pouvoir avoir un panier, des sacoches, quelque chose pour y mettre vos courses, hein. C'est pas le vélo du coureur cycliste, ça va pas aller parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour ramener les courses. Et si c'est pour le sport, là, on rentre dans toute une panoplie. Bon, je ne vais pas vous faire une présentation sur les vélos du Tour de France, mais ils ont des particularités très, très spéciales. Ça, de toute façon, lorsque vous êtes dans un club sportif vélo, vous aurez des conseils là-dessus. Bon, la différence essentielle sera dans le poids, mais dans l'équipement aussi du vélo, hein, notamment des garde-boue, l'éclairage, le porte-bagages, un panier, une béquille pour le maintenir lorsque vous arrêtez, par exemple, pour acheter votre baguette de pain ou votre journal, pas avoir besoin de chercher un accroche-vélo juste à côté. Ça va vous permettre de vous stationner pour le temps d'une course le plus près possible du magasin où vous allez. C'est un exemple. Également, le type de selle, parce qu'effectivement, selon qu'on fait des grands trajets ou qu'on fait des trajets courts, on va pouvoir choisir une selle de forme différente, étudier. Si on fait des grands trajets rapides en course, par exemple, il faut bien éliminer la transpiration, etc. Donc, ce n'est pas les mêmes morphologies de selle que si on se déplace simplement pour le loisir ou pour sa course. Puis, vous avez aussi des modèles de selle pour hommes et d'autres pour femmes. Donc, ça c'est pas tout à fait indifférent d'avoir le choix si on doit se servir, si c'est le vélo dont vous allez faire un usage courant. Alors la gamme de prix ne sera pas non plus forcément la même, ça c'est aussi un critère qui malheureusement est souvent un point de choix. Bien qu'on a réussi grâce au plan vélo qui a été adopté en 2018 de faire voter le principe d'aide à l'achat par un certain nombre de collectivités. Alors, on pourra en reparler tout à l'heure, mais au niveau soit de la métropole, de la région, ou voire de l'État, pour que l'achat du vélo soit moins lourd pour votre porte-monnaie. Alors, autre critère de choix aussi, selon votre aisance à vélo et votre morphologie. Bon, il y a les types de vélos, mais aussi la taille. Il ne faut pas prendre un vélo trop grand ou trop petit en fonction de la taille qu'on a, et puis les équipements adaptés.
ajuster l'habillement aussi selon la météo, parce qu'on ne s'habille pas pareil en hiver et en été. S'il pleut ou s'il pleut pas. Bon, à Nîmes, il pleut pas souvent, mais par contre, on a besoin d'une bonne coiffure, de couvre-chef pour se protéger du soleil. Bon, le casque. Oui, vous allez me dire le casque, oui, le casque ou pas casque. Alors, casque ou pas casque, nous, la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, n'a jamais souhaité que le casque soit un préalable obligatoire. Parce que ça pourrait être un frein à l'utilisation du vélo. Si on disait, vous ne pouvez pas monter sur un vélo si vous n'avez pas de casque, ça serait une raison de plus pour ne pas choisir de se déplacer à vélo. Alors, le casque, quand on commence à avoir des trajets je dirais un peu risqués, quand on fait des trajets un peu longs, eh bien, le casque, c'est conseillé. Par exemple, tous les coureurs mettent un casque depuis quelques années. Et ici, je dirais l'expérience qu'on a, moi personnellement, lorsque je me déplace un peu loin du centre, sur les périphériques ou des voies très circulantes, je prends toujours mon casque. Mais en ville, quand je fais juste chercher mes courses de tous les jours, c'est un choix personnel à avoir. Il ne faut pas oublier, enfin c'est quand même utile parce que moi, j'ai un collègue là qui, il a fait une chute en allant chercher quelques courses là, son pain, et malheureusement il est mal tombé, il s'est bien cogné la tête. Bon. Et du coup, il s'est dit, même pour faire 2 km, je vais mettre mon casque. Parce que en cas de chute, c'est quand même une meilleure protection. Suivant la zone où on se déplace aussi, ça c'est un point important, hein. Donc, autant que possible, le casque quand même. Alors, il faut savoir que ça, maintenant, depuis quelques années, le casque est obligatoire lorsque vous avez moins de 12 ans. Donc là, jusqu'à 12 ans, les enfants doivent obligatoirement mettre un casque lorsqu'ils sont sur un vélo, sur la voie publique. Bon, il faut tenir compte aussi de la nature et de la durée de vos parcours habituels, hein. Bon, si vous avez des trajets longs ou vallonnés, ou qu'un effort physique intense est prolongé, préférez plutôt un vélo équipé d'assistance électrique. Certes, c'est plus cher, mais ça rend des services importants. Et sachez que sur Nîmes, grâce à notre action depuis 2014, la métropole a mis en place un système qui s'appelle Vélo Tango, qui vous permet de louer des vélos à la journée, au mois ou à l'année, et également de les stationner de manière sécurisée dans un garage à vélo prévu pour ça, mais il y en a d'autres dans la ville, on en reparlera. Donc ça, sur Nîmes, c'est quelque chose l'Nîmes Métropole a subventionné cette partie-là. Il y a une flotte de 300 ou 400 vélos, même peut-être un peu plus maintenant, de différents types, soit des vélos à assistance électrique, soit des vélos pliants, soit des vélos classiques, qui peuvent être une solution, mais ça existe dans beaucoup de villes, ça aussi, hein. Alors vous avez deux systèmes, soit le vélo que vous louez personnellement pour une certaine durée, soit le style Vélib comme il y a à Paris, mais pas que, où ce sont des stations réparties dans la ville et où vous pouvez, lorsque vous avez un abonnement à ce service, prendre un vélo le temps d'une course et le reposer ensuite, enfin d'une course ou plusieurs heures, ça dépend de ce que vous voulez faire, et le remettre à la station la plus proche de là où vous allez. Alors, neuf ou pas neuf, neuf c'est plus sûr, sauf pour le vol, parce que ça tente plus le vol sur un vélo neuf que sur un vélo d'occasion. Mais il faut bien le choisir, le faire vérifier, puis prévoir l'entretien et la réparation, hein. Il faut prévoir un petit budget pour ça. Voilà, et puis le mieux, c'est de prévoir son marquage par un système de gravage, Bicicode aujourd'hui, mais il y a d'autres systèmes qui vont être obligatoires, qui vont être mis en place, qui sont mis en place en parallèle, et toujours bien attaché en stationnement avec un antivol sérieux. Voilà. Alors, quelques règles de circulation. Alors, pour la conduite, rouler à droite, mais pas trop, hein, parce qu'on a des fois, d'abord parce que la chaussée, elle est souvent très mauvaise en bord de ville, en bord de rue, et Nîmes fait partie des villes les plus, c'est une ville à trous, hein, avec des plaques, des machins, c'est une des pires villes de France pour ça. Donc, si vous roulez trop à droite, vous risquez de vous prendre une plaque d'égout et de vous retrouver avec par terre ou avec un vélo bien amoché. Laisser à peu près 1 mètre sur la droite, c'est un ordre de grandeur pour les piétons qui surgissent, les voitures qui arrivent. Et surtout, n'hésitez pas, en cas de doute, quand la rue est un peu étroite et à sens unique, à rouler un peu au milieu, c'est-à-dire prenez votre part de la chaussée, votre voie, comme si vous étiez une voiture. Si vous conduisez également,
il vaut mieux se mettre, quand on est en situation délicate, il ne faut pas se serrer encore plus parce que l'automobiliste qui arrive derrière, il aura tendance à vous envoyer un peu plus à droite et alors là, vous risquez la portière ou la mauvaise plaque. Donc, n'hésitez pas à prendre votre place. Vous êtes un véhicule comme une voiture ou comme un camion, vous avez droit à votre voie. Et ben, s'il n'y a pas la place, ceux qui sont derrière attendront. Il faut que chacun puisse rouler en sécurité. Et il n'y a pas de raison de s'écraser, entre guillemets, devant une voiture ou devant une camionnette qui va livrer et qui a l'air un peu énervée. Si vous commencez à vous serrer, eh bien, vous serez incité à vous serrer davantage et ça peut être beaucoup plus dommageable pour vous que pour l'autre véhicule. Bon, n'oubliez pas, quand vous allez tourner, indiquez votre intention, parce qu'il n'y a pas de clignotant sur un vélo en général. Donc, indiquez en tournant, en tendant le bras, le côté où vous allez tourner à l'avance pour que le véhicule derrière vous sache que vous allez tourner. Regardez bien quand même dans toutes les directions avant et après et pendant que vous tournez pour être sûr qu'entre-temps, il n'y a pas une voiture qui est arrivée, parce que le temps, on jette un premier coup d'œil, mais on arrive au carrefour un peu après, et s'il y a une voiture qui arrive entre-temps, il faut qu'elle sache qu'on va tourner. Bon, augmentez votre distance quand la chaussée est humide, quand il n'y a plus ou que c'est gras, augmentez votre distance de freinage. Pensez que vous mettrez plus de temps à freiner parce qu'un vélo, quand c'est mouillé, quand la route est mouillée, ça freine moins bien. Et donc, il faut prévoir un peu plus de marge. Si vous êtes en circulation chargée, comme c'est souvent le cas à Nîmes, et les voitures sont arrêtées, vous pouvez envisager de les dépasser en roulant au pas, plutôt sur la droite, et en faisant attention aux portières qui peuvent s'ouvrir à tout moment. Donc là, il faut savoir qu'on est, certes en vélo, on a la tentation de passer devant pour être le premier au feu, mais il faut faire attention que ce ne soit pas au détriment d'une manœuvre de l'automobiliste qui pourrait vous mettre en danger. Alors ça, c'est encore plus vrai quand on est par rapport à un bus ou un poids lourd. Attention, ne suivez pas de trop près, n'essayez pas de les dépasser parce qu'ils ont un angle mort, on va en reparler tout à l'heure. Bon, bien sûr, respectez les piétons parce que ça fait partie dans les différents usagers de la voie publique, ce sont les plus vulnérables. Donc, ne roulez pas sur les trottoirs. En fait, c'est interdit sauf pour les moins de 8 ans. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Et roulez au pas dans les aires piétonnes, les aires de zones de rencontre, comme il y a du côté de l'avenue Feuchère, par exemple. Stationnez vos vélos aux emplacements réservés et pas n'importe où au milieu d'un trottoir ou d'une chaussée. C'est quand même mieux par rapport aux autres. Alors, vous êtes tenu de respecter le code de la route, même si vous n'avez pas l'obligation d'avoir votre permis de conduire. Et la nuit, circulez jamais sans éclairage. Et sachez qu'hors agglomération, le port d'un gilet réfléchissant est obligatoire la nuit et le jour lorsqu'il y a du brouillard, mauvaises conditions de visibilité. Alors, un petit peu, quels sont les équipements obligatoires sur un vélo? Alors, un vélo en bonne taille bien équipé permet de garantir votre sécurité et celle des autres usagers. On va un petit peu faire un focus sur les équipements obligatoires. Bon, en fait, vous retrouverez ça un peu partout, on ne va pas trop s'étendre. Il faut 2 freins en état, à l'avant et à l'arrière. Un feu avant, un feu arrière. Feu avant blanc ou jaune, excusez-moi. Un feu arrière rouge, c'était pour voir si vous suiviez. Un avertisseur sonore, bon, en général une sonnette. Et puis ce qu'on appelle des catadioptres, c'est-à-dire des dispositifs réfléchissants sur les roues et à l'avant et à l'arrière, un blanc à l'avant, un rouge à l'arrière. Et comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il fait nuit ou en conditions difficiles, hors agglomération, un gilet rétro-réfléchissant. Bon, il y a d'autres équipements facultatifs. Un vélo, ça s'entretient. Là, on ne va pas détailler non plus, on ne va pas faire un cours de mécanique, ça sera peut-être une autre conférence qu'on fera à une autre occasion. Il y a différentes parties et une petite vérification, par exemple que les pneus sont assez gonflés, que les freins sont bien réglés. Ça évite de se retrouver coincé au milieu d'une côte et que ça n'empêche plus avancer. Par exemple, donc il faut l'entretenir son vélo. Et là pour ça, on organise nous régulièrement des ateliers de diagnostic entretien dans différents points de la ville. Mais vous avez ça dans les différentes villes. Il y a des ateliers d'auto-réparation, souvent, qui existent.
vais pas trop détailler pour pas trop mal tourner. Alors, réglementaire de sécurité en ville. Donc, je vous ai dit circuler à droite, il ne faut pas rouler à gauche. Environ, on n'est pas en Angleterre, hein, à environ 1 mètre du trottoir et des voitures en stationnement. Utiliser, lorsqu'elles existent, les bandes aux pistes cyclables et les doubles sens cyclables, on va en reparler. Garder une distance de sécurité, le temps de pouvoir vous arrêter par rapport aux autres véhicules. Ne zigzaguez pas entre les voitures. Au carrefour, essayez de vous placer en avant des véhicules pour vous faire bien voir. Il ne faut pas hésiter à, si vous avez dépassé les véhicules arrêtés au feu par la droite, par exemple, lorsque vous arrivez au niveau du feu, vous vous mettez, et souvent il y a un sas VO, c'est-à-dire un espace prévu pour ça, où vous vous mettez carrément comme si vous étiez la première voiture avant de démarrer au feu vert. Bon, attention aussi, le deuxième risque, c'est les portières qui s'ouvrent brusquement. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait de garder une distance d'1 mètre par rapport aux voitures, parce que c'est une portière qui s'ouvre, vous la voyez qu'au dernier moment, et ça peut faire vraiment très mal. Ça fait très mal et ça peut être mortel. Avec le défaut d'éclairage la nuit, c'est un des 2 cas les plus fréquents d'accidents graves. C'est une portière qui s'ouvre et vous faites un vol plané et l'atterrissage n'est pas forcément très favorable pour le cycliste. Bon, le reste, alors, bon, tout ça, je l'ai un peu détaillé déjà tout à l'heure. Règles de sécurité sur la route. Alors, dans les virages, quand vous êtes donc hors de ville, hein, serrez au maximum à droite parce que s'il y a une voiture qui arrive en face, elle va vous voir au dernier moment. Et souvent, malheureusement, les routes de campagne ne sont pas très larges. Et donc, si vous n'êtes pas assez à droite, eh bien, vous allez vous prendre la voiture d'en face dans la figure. Bon, attention, lorsque vous passez près d'un camion, il y a un appel d'air qui risque de vous déséquilibrer. Bon, l'angle mort, on va en parler. Si vous êtes en groupe, oui, alors ça c'est pour les sorties de groupe, pas plus de 10, faites plusieurs groupes plutôt qu'un seul. Bon, il y a quelques années un très grave accident à côté de Nîmes avec un groupe de cyclistes qui s'est fait faucher par une voiture, comme ça, il y a eu plusieurs morts. Et donc c'est vraiment pas quelque chose qui n'arrive pas, hein, donc il vaut mieux, on a le droit de rouler à 2, mais pas plus. Après, il faut sinon il faut des voitures d'encadrement devant ou des motards devant ou derrière, mais ça ne sera pas votre cas dans les conditions normales. Bon, ça je l'avais. Alors oui, si vous avez à croiser une voie ferrée ici, il n'y a pas trop de passages à Nîmes, mais il y a des endroits où il y a ça, et quand vous avez tramway en particulier, c'est le cas. Des rails de tramway, il faut vraiment, avec un vélo, les couper pas en parallèle, mais en perpendiculaire. Je pense que ça, perpendiculaire et parallèle, tout le monde connaît, c'est ce que ça veut dire. Donc, n'hésitez pas à faire un zigzag, un Z, pour pouvoir couper la voie ferrée bien en travers, pour pas pas avoir une roue qui se prend dedans et faire un vol plané. Alors, on va passer là. Donc, maintenant, un petit peu je vais vous parler un peu du code vue du guidon. Et du coup, vous voulez mettre Non, c'est pas celui-là? Oui. Oui. Non, c'est pas celui-là. Ah, c'est lequel? Ça, c'est... Non, je ne l'ai pas chargé. Ah, peut-être pas. On a ça. Chargé. Ah, celui-là. Il faut prendre sur la classe. C'est vue, code Oui, vue c'est ça, c'est ça. Ok. C'est le flip ça. Et du coup, pareil. Là. Voilà. Et donc, là, il faut descendre. Voilà, alors là, je vais faire un peu appel à nos 2 étudiantes qui sont à côté pour faire les réponses. Donc, c'est quelques exemples de situations que plutôt que de prendre le code de la route de A à Z, je préférais prendre quelques expressions les plus courantes. Donc ici, un exemple, vous avez une portion d'agglomération. Bon, je pense que ce que vous reconnaissez bien là au milieu,
ceci. Est-ce que le cycliste est bien placé, à votre avis? Oui. Il est bien placé, le cycliste? Non. Non, pas du tout. Non, alors, parce que pourquoi? Là, il sait Alors, vous avez effectivement, le cycliste n'est pas bien placé parce qu'il devrait être sur la piste cyclable. Là, vous avez, là où il y a cette zone, là, elle est entourée de bandes vertes, mais ça peut être des bandes blanches. C'est surtout le petit vélo qui est caractéristique d'une piste cyclable, d'une voie cyclable. Donc là, lorsqu'il y a ce genre de... Et vous aviez, il a dû avoir en début de parcours un panneau bleu, non pas barré, mais comme ça, qui est rond, qui signifie que c'est une piste cyclable obligatoire. Donc il devrait être sur cette piste cyclable et non pas sur la chaussée, sur la partie voiture. Voilà. Un exemple. Ça, c'est celui-là, ouais. D'accord. Bon, donc, là, on est sur une route. Alors bon, si vous connaissez un peu le code de la route, vous savez que là, cette chose-là, c'est une bande continue et l'automobiliste n'a pas le droit de, normalement, n'avait pas le droit de dépasser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Il y a un vélo, il y a une voiture et elle n'a pas, visiblement pas la place de doubler le vélo sans mordre ou enjamber la ligne centrale. Donc là, est-ce que l'automobiliste a le droit de doubler le cycliste? Non, ça non. Alors, vous aviez raison jusqu'à il y a 2 ans. Et depuis 2 ans, le code de la route a été modifié. Lorsque l'on a une situation comme ça, l'automobiliste, s'il n'y a pas de danger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une voiture en face dans l'autre sens, l'automobiliste a le droit d'enjamber la ligne continue pour dépasser un cycliste, ce qui est beaucoup mieux que de rester 10 km derrière et s'énerver et tout, et de finalement faire une bêtise, soit d'envoyer le cycliste au tapis, soit de... Bon. Donc maintenant, c'est autorisé à condition qu'il n'y ait pas de danger en face. Alors, pour éviter aussi cette situation, les cyclistes, en théorie, peuvent rouler à deux de front, mais à condition de se remettre en file indienne, l'un derrière l'autre, dès qu'il y a un automobiliste ou un camion ou un poids lourd qui veut les dépasser. C'est toléré de se mettre à deux de front, pas trois, un, deux, mais à condition de se remettre en file indienne lorsqu'il y a la gêne pour les autres usagers. Voilà, donc ça c'est une exposition récente de pouvoir dépasser et elle est très peu connue, je pense. Ouais. Si on Non, peut- je savais pas. Voilà, ça date de 2018, je crois, 19. Bon, ici, dans cette situation, est-ce que le cycliste a le droit de traverser cette chaussée en roulant sur la partie passage piéton? Mhm. Voilà. Si, mais je pense pas que ce soit autorisé. Voilà, alors effectivement, ça n'est pas autorisé, non, vous devez passer à côté. Ou alors, c'est autorisé simplement en descendant et en poussant son vélo comme si on était un piéton. Cela dit, la plupart du temps maintenant, ce qu'on incite, c'est ce que la partie à côté, parallèlement au passage piéton, on rajoute un passage vélo. La plupart du temps, et on commence à faire ça dans beaucoup de carrefours. Donc, vous aurez souvent une petite bande qui est parfois renfoncée en vert avec un petit vélo pour autoriser les vélos à traverser, surtout pour des zones à grande circulation comme le périphérique à Allende, par exemple, ici, pour arriver à traverser certains grands ronds-points, c'est plus le vélo plutôt que d'être le long des voitures entre deux files et de vouloir traverser deux files de voitures qui sont importantes. Il vaut mieux faire comme si on était, enfin, prendre la traversée par le passage parallèle au passage piéton. Bon, donc là, on vous dit si vous traversez à vélo sur un passage piéton, vous risquez une amende de 90 euros. Mais je dirais en termes de risque, il vaut mieux traverser sur un passage piéton et risquer une amende que de se faire écraser par des files de voitures. En termes de risque, s'il n'y a rien du tout, des fois, il vaut mieux faire ça que. Bon. En faisant attention, bien sûr, de ne pas renverser les piétons qui sont sur le passage piéton, parce que c'est quand même ça le but principal. Le sas vélo. Le sas vélo, alors est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Peut-être pas. C'est cette partie, lorsqu'il y a un feu tricolore, vous avez une partie en avant. À l'avant de l'arrêt, ça c'est pointillé, c'est la ligne d'arrêt des voitures. Et devant, il y a la place pour qu'un vélo puisse se mettre, lorsque le feu est rouge, que les voitures sont arrêtées, le vélo peut
par la bande cyclable ici, venir se placer devant, ou par exemple, soit pour aller tout droit, soit pour tourner à gauche. Ça sera moins dangereux que d'attendre que les voitures aient redémarré pour venir se traverser une ou deux files de voitures pour partir à gauche ou pour aller tout droit. Donc ça s'appelle un sas vélo, ça existe depuis une dizaine d'années, mais c'est pas encore très connu. Il y en a à Nîmes, un certain nombre de sas vélo, et il y a toujours un certain nombre d'automobilistes qui ne savent toujours pas. Moi, je fais l'expérience à chaque fois, quand je peux, je m'arrête, j'explique. Quand j'ai un automobiliste qui est garé là-dessus, je dis, vous savez où vous êtes? Ah non, ah ben, c'est un sas vélo. Et vous savez ce que c'est? Ah non, alors je leur explique, voilà. Donc vous n'avez pas le droit de vous arrêter là, et là vous risquez une amende de première classe, c'est-à-dire 135 € de PV et un point de permis de conduire pour vous être arrêté sur le sas vélo. Voilà, donc ça sert à quoi? Ça sert à démarrer avant les voitures, hein, la réponse c'est ça. Ça peut être ça, non, c'est à tourner à gauche en toute sécurité aussi. Bon, accessoirement, ça aide à ne pas respirer les gaz d'échappement, mais ça n'a pas été mis en place pour ça, ça a été mis en place pour pouvoir démarrer devant les voitures et que les voitures vous voient bien, parce qu'il faut être, quand vous êtes sur le côté, vous êtes dans l'angle mort de l'automobiliste. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Bon, ça c'est quoi ça? Le cycliste a-t-il le droit de circuler dans ce sens, c'est-à-dire comme ça, hein, dans le sens du petit vélo là, qui est marqué sur fond vert? Alors, oui, voilà. Alors oui, il a le droit. Il a le droit. Ça s'appelle un contresens cyclable. Et ça matérialisé soit par un panneau comme ça avec une flèche dans un sens et le petit vélo dans l'autre sens, que les voitures vont face à nous, mais les vélos sont autorisés dans l'autre sens à aller. Et vous avez le sens interdit, sauf vélo, le petit vélo en dessous. Alors là-bas, il est sur le panneau, on ne le voit pas très bien, hein. Et ça, c'est bien généralisé, enfin, il y a quelques années sur Nîmes, donc n'hésitez pas à utiliser. Et ça va se répandre de plus en plus. Si vous allez dans d'autres villes, par exemple, il faut savoir qu'une zone 30, elle est de droit en contresens cyclable, même sans panneau, sauf s'il y a un arrêté contraire de la ville. Alors vous avez beaucoup de municipalités maintenant qui autorisent le double sens cyclable. Et vous n'aurez pas forcément un panneau à l'entrée de chaque rue, mais si vous êtes en zone 30, si c'est une zone 30, vous avez de droit, vous pouvez être à contresens. Cela dit, même si vous avez le droit pour vous, n'allez pas forcer le passage avec une voiture qui n'a pas compris que vous aviez le droit d'y aller. Faut quand même toujours, la règle à vélo, c'est qu'on est quand même plus vulnérable. Donc même si on a le code pour soi, on fait quand même attention parce qu'on a toujours un petit pourcentage d'automobilistes ou de chauffeurs de camions ou de bus qui ne sont pas respectueux du code. Par exemple, moi, je passe dans une rue où, en fait, il y a ce panneau bleu à l'entrée Oui, pour les voitures, oui. mais il n'y a pas la marque au sol. Et c'est assez étroit et j'ai l'impression que quand Oui, je passe, alors, les voitures me regardent un peu l'air de dire qu'est-ce que tu fais là? alors Alors qu'il y a effectivement, le panneau. effectivement, les marques au sol ne sont pas obligatoires. Oui. Le seul fait qu'il y ait le panneau, ça devrait suffire. Bon, Oui, maintenant, je pense comme que c'est une je vois disposition un peu récente, on demande, et ça fait partie de nos actions, qu'ils renforcent par un marquage au moins les premiers temps. Alors, vous avez l'exemple ici dans le quartier Beau-Soleil qui vient d'être, c'est-à-dire à côté du avenue Leclerc derrière la gare quand on va au périphérique. Tout ce quartier-là et les autres quartiers à côté ont été mis en zone 30. Mais la ville a fait exprès, et ça, on sait gré, de renforcer par un marquage pratiquement systématique dans toutes ces rues. Vous avez des petites bandes blanches avec le petit vélo à contresens qui va d'un bout à l'autre de la rue et pas seulement le panneau à l'entrée pour expliquer qu'on est dans une zone double sens cyclable. C'est quand même mieux au niveau éducatif, je dirais, au niveau pédagogique, hein. Bon, il faut attendre. Dans quelques années, je pense que tout le monde saura que ça existe et il n'y aura plus de difficultés. On n'aura pas besoin de mettre un panneau dans chaque rue. Mais pour le moment, il faut quand même rester là. Voilà. Alors, un peu la même chose pour les voies. Est-ce que les cyclistes sont autorisés dans les voies pour bus? À votre avis, mesdemoiselles? Alors, en fait, c'est oui uniquement quand la ville l'a accepté par arrêté préfectionnel. C'est pas de droit. La voie pour bus, c'est pas systématiquement. Bon, là c'est le cas sur la photo parce que vous avez bien le petit vélo sous la voie pour bus, c'est marqué bus dessus, et il y a un petit vélo qui veut dire que c'est l'équivalent du autorisé aussi au vélo, hein. Alors des fois, il y a sauf bus vélo, enfin bon, ça dépend, on peut avoir plusieurs types de panneaux pour compléter l'arrêté municipal qui autorise le principe
dans cette ville d'utiliser les voies pour bus à vélo. Mais si vous ne savez pas, vous arrivez dans une ville que vous ne connaissez pas, c'est pas forcément une ville qui va autoriser les voies pour bus au vélo. Donc il faut quand même. Ça sera signifié du coup à chaque fois par un panneau quand même. Parce que si on sait Oui, pas ce sera. S'il n'y a pas de panneau, faut être prudent. Faut être prudent. Peut-être se renseigner ou bon, quand vous arrivez, si vous êtes vous installez dans une ville, vous pouvez vous renseigner effectivement pour savoir si c'est le cas. Bon, autre exemple aussi en situation. Alors voilà, le giratoire, ça c'est quelque chose un peu délicat à vélo. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Alors, premier cas de figure. Ce cycliste, il tourne sur un giratoire et il va partir sur la gauche. Donc il a bien son bras tendu sur la gauche pour montrer qu'il va. Et il est bien placé parce qu'il n'est pas resté complètement à droite dans le giratoire, comme les vélos qui sont en bord de route. Il a commencé à prendre sa place. C'est un giratoire avec deux fils, ça, hein. Il a commencé à prendre sa place à la partie droite de la chaussée de gauche, hein, pour bien dire, moi, je ne vais pas tout droit, ou je ne tourne pas, je continue. Donc, je me mets sur la file de gauche, plutôt, et je tiens ma droite dans cette file de gauche. Voilà. Et je garde mon bras tendu, en plus, comme ça, on ne peut pas ignorer que je n'ai pas l'intention de tourner à droite, j'ai l'intention de continuer. Là, ici, la diapo en bas à gauche, vous voyez, c'est l'exemple que je vous disais d'un passage piéton qui est doublé par un passage vélo. Donc il est bien placé parce qu'elle est bien placée, je crois que c'est une dame, parce qu'elle a pris la partie destinée au vélo pour traverser ce carrefour, hein. Donc c'est une autre option, c'est plutôt que de traverser dans la partie chaussée, elle aurait pu tourner là autour, hein, dans cette partie-là, avec les voitures. Elle a préféré prendre une voie dédicacée au vélo, dédiée au vélo, et qui est plus sécurisée quand même. Et dernière photo, également, la cycliste est bien placée parce qu'elle est dans la partie, c'est une piste cyclable bande cyclable qui est dessinée tout autour du rond-point. Donc elle est bien dans la bande cyclable destinée aux cyclistes. Ça va, c'est clair là? Oui. Donc il faut bien se. Là, l'idée de ça, c'est qu'en circulation, il faut bien se placer. Il faut considérer qu'on est un véhicule comme un autre, le vélo, le cycliste. Donc il faut se placer comme les autres véhicules. C'est-à-dire que pour tourner à gauche, on se déporte un peu sur la gauche, pour tourner à droite, on se déplace sur la droite, et pour aller tout droit, on reste dans sa partie centrale, dans sa file. Un peu comme si on était en voiture, quoi. Comme ça, c'est clair. Bon, là, je ne vais pas m'attarder, mais ce cycliste n'a pas de lumière, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas avoir de lumière, c'est très dangereux, parce qu'on ne vous voit pas. Vous voyez la voiture en face qui est éclairée, vous voyez le phare. Mais lui, c'est pas sûr qu'il vous voit parce que vous êtes dans une partie sombre. Il y a un éclairage un peu de la chaussée un peu modeste, donc on ne voit pas forcément. Et surtout, pour la voiture d'où est prise la photo, en venant de l'arrière, eh ben, on va vous découvrir au dernier moment et ça risque d'être très dangereux. Autre exemple, alors, un panneau qui commence à se mettre en place, on l'a enfin à Nîmes depuis quelques années, depuis 2 ans, là, avec une deuxième ligne du TCSP. On a un feu rouge et on a ce panneau, ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est un peu petit, hein. On va voir tout à l'heure. Donc, allez-y. Ça représente, c'est un triangle. Oh, il faut descendre un peu. Pour remonter. Voilà. C'est pas facile. Là, Là, on le voit peut-être voilà. mieux. Donc c'est en dessous du feu rouge, vous avez un triangle en blanc à bord rouge, et sur ce fond-là, il y a un petit vélo en jaune, orange, et il y a, selon le cas, une flèche vers la droite, une flèche vers le haut ou une flèche à gauche. Ça veut dire que c'est un feu rouge, donc arrêt, sauf que ça se comporte comme une balise. S'il n'y a pas de circulation, s'il n'y a pas de véhicules qui sont dans l'autre sens, vous avez le droit de tourner à droite, griller le feu, je dirais griller le feu entre guillemets pour tourner à droite, ou pour tourner à gauche ou pour être à droite. C'est-à-dire l'autorisation de franchir un feu rouge lorsqu'il n'y a pas de circulation sur les voies adjacentes.
Voilà. Bon, autre exemple de conditions de circulation qu'on trouve beaucoup à Nîmes parce qu'on a des rues étroites, on a beaucoup de circulation presque arrêtée. Là, donc, vous avez en fait une file de voitures, c'est des voitures en stationnement sur la gauche, là, et vous avez une rue étroite et une cycliste et un automobiliste derrière. Bon, est-ce que le cycliste, il est bien placé? Est-ce que la cycliste est bien placée? Oui. Oui, elle a tout à fait le droit de se trouver là. C'est un véhicule comme un autre, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que l'automobiliste peut entreprendre de dépasser la cycliste? Eh ben non, parce qu'il n'a pas la place, hein. Il n'a pas la place, donc il faut qu'il attende. Donc mais il y a des chances que le vélo aille plus vite que lui dans cette circulation. Alors voilà, tout à l'heure, un petit exemple de contresens cyclable. On retrouve une présentation différente avec simplement le panneau sens interdit et le panneau sauf vélo. Donc là, il n'y a pas de marquage au sol, mais c'est autorisé en contresens. Alors, vous avez ça dans quelques rues. Alors, c'est le cas, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on est en zone 30 et si la vitesse est limitée à 30 km/h dans cette rue. Elle suit un panneau. Donc, en fait, dans tous les cas-là, on peut être à contresens à vélo. C'est un avantage de circuler à vélo, vous voyez, vous pouvez aller plus vite, hein, il y a des secteurs, ça vous évite de faire tout le contour de la question, mine de rien, ça permet qu'on aille dans Nîmes à 4-5 km, on a fait l'essai d'ailleurs avec des journalistes du Midi Libre, la moyenne de locomotion le plus rapide, c'est le vélo. Oui, alors, bon, l'écusson, c'est déclaré zone piétonne. Donc, on est toléré à la vitesse du pas, c'est-à-dire 8 km/h. Bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, surtout si on a un VAE ou une trottinette électrique. Alors, entre parenthèses, la trottinette électrique est assimilée maintenant officiellement au vélo. Donc, vous devez, avec une trottinette, électrique ou pas, utiliser les voies cyclables, comme si vous étiez un vélo. Vous ne pouvez pas vous balader sur le trottoir en milieu des piétons avec votre trottinette électrique à toute vitesse et renverser les vieilles dames et tout ça. Ouais, non, c'était. Bah, vous riez, mais il y a. Moi, j'ai été témoin d'accidents, pas mal d'accidents, de personnes renversées par une trottinette sur un espace complètement piéton, parce que bah, la première que j'ai vue, c'est une personne c'était la première fois qu'elle avait loué un truc, les espèces d'over, machin, on est dessus, là, et elle ne savait pas s'en servir. Elle est rentrée dans une vieille dame à qui elle a cassé un bras. Bon, donc c'est pas parce qu'on a un engin comme ça qu'on a le droit d'aller partout. Il faut faire attention et il faut savoir que les trottinettes électriques ne sont pas bruyantes et qu'elles montent à 25 km/h. Et quand vous êtes sur une zone, c'est très loin des 8 km/h dont je parlais tout à l'heure. Vous arrivez donc beaucoup trop vite par rapport à une zone de piétons un peu dense, comme peut être l'écusson ou comme peuvent être certains trottoirs de boulevard, parce qu'on a des trottoirs larges sur Nîmes autour des boulevards. Donc là, il faut vraiment faire attention de ne pas gêner, pas faire peur aux piétons dans ces zones-là. Voilà, ça répond à votre question? Voilà, donc là, un petit quiz là, sur ces deux enfants. Est-ce que leur vélo a les équipements réglementaires? Il faudrait qu'ils aient un casque, non? Peut-être ils ont Alors oui, il y en a, voilà, il y en a un des deux qui... qui semble avoir, je ne sais pas si c'est deux filles ou une fille, il y en a un en dessous de 12 ans, il faut un casque. Donc effectivement, celui-là n'a pas le casque, ça c'est sûr, elle a sûrement au moins de 12 ans. Et quoi d'autre? Bon, ça se voit pas très bien, en fait, elle n'a pas de sonnette. Elle n'a pas de sonnette et bon, elle n'a pas d'éclairage, mais ça, l'éclairage, bon, dans la journée, à la limite, les forces de police sont compréhensives, vous mettront pas une amende pour défaut d'éclairage dans la journée. Par contre, l'autre a bien un éclairage. Voilà. C'était le petit passage. Je suis au bout. Bon, là donc, on va revenir sur la présentation principale. Donc là, on s'en compte rapide, je sais pas si Et oui. Ah, on était bien là. Oui, c'est ce qu'il faut. Hop, je le partage. On retourne à la présentation. Ouais. Voilà. Bon, on va faire un petit coup de danger de l'anglement. Voilà, c'est la vidéo. Ça va faire une petite pause. Ah oui, du coup, je fais CTRL V.
Je lance Oui. là direct ou... En fait, ils ne verront pas si on... Alors, vous prenez, vous l'aviez. Et du coup, il faut partager à l'endroit de la vidéo, en fait. Hop. Bon, une petite illustration par rapport à un des risques principaux qui est l'angle mort, parce qu'il faut savoir que... Peut-être pas, Hop, le son est-il sur la bande gauche, non? Ouais. Là, oui. Là, ouais. Celui-là est à fond et celui-là. On Voilà. entendra. Bon, un petit peu. Oui, c'est pas bien, non. Quoi que... Oui, en partie. Voilà. C'est bon, c'est bon. Ouais. On y est. C'est bon. Voilà. Ah oui, donc on stoppe le quiz. On va pas- Bon, là, donc, on va prendre quelques minutes pour quelques questions-réponses. Si Oui, vous alors voulez. nous, on avait préparé. Allez-y. Alors, on va peut-être. Ça sert à rien de laisser le diapo, non? Sinon, je prends la dernière. Je parle de la dernière. Je passerai sur la dernière. Quelle dernière? Juste avant de finir. La dernière. Ah. Voilà. On va dans la question avant? Oui. Ok. Alors, Ah oui, mais parce qu'il voulait garder la diapo. C'est pas grave. Comme ça, voilà, on se voit. C'est pour qu'ils puissent nous voir. tu veux commencer? Alors, moi, j'avais une question sur les vélos électriques. Parce que Oui. du coup, je me demandais, est-ce que c'est vraiment écolo, vu qu'il y a une batterie, tout ça? Est-ce qu'on peut quand même dire que c'est un moyen de transport propre, on va dire? Oui, alors le vélo à essence électrique, donc c'est un vélo dont l'entraînement est aidé, c'est pas par les jambes, est aidé par une batterie, enfin par l'électricité. Bon, certes, alors c'est un petit peu la problématique, différents moyens par rapport à la propulsion électrique. Les voitures, c'est le même problème. Bon, ça, une voiture électrique, ça pollue moins, mais ça coûte assez cher en métaux rares d'abord pour la fabriquer et pour la batterie. Et puis après, bon, au niveau de la consommation d'électricité, il faut fournir l'électricité. Et puis la destruction propre ou la réutilisation, la récupération du lithium ou de ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est une partie, c'est quand même une consommation, mais qui est à la fabrication du vélo principalement.
et qui est très faible par rapport à l'économie de pollution, enfin, de gaz toxiques, CO2, etc., que ça a derrière. Donc, globalement, le bilan est très positif. Ouais, comparé à une voiture, Comparé à de une toute voiture, façon, voilà, comparé à une voiture. Alors certes, le vélo sans assistance électrique est encore plus, ouais, est encore meilleur pour le climat, mais bon, C'est super pratique, le voilà. vélo électrique. Alors, peut-être que ça pousse plus. après, il faut faire la balance entre bon, une personne qui ne va pas prendre de vélo du coup parce que sans assistance, par exemple une personne, un senior qui habite en haut dans une hauteur avec des rues difficiles, bah, du coup il va prendre le transport en commun ou la voiture, et où il sortira pas, où il fera pas certaines activités. Donc c'est quand même un gain par rapport à il y a toujours une consommation, il n'y a rien qui est gratuit, hein, au niveau Mais de la c'est planète. Mais c'est moins pire. Ouais, Ouais. C'est moins pire, en fait. Non, et on a une très forte progression, bon aussi entre les premiers modèles il y a une dizaine d'années et puis maintenant, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Puis il y a des perspectives, de vélo à hydrogène, on travaille dessus, disons, il y a d'autres choses qui sont en cours de recherche D'accord. pour avoir d'autres sources de propulsion que la batterie, le lithium ou l'électricité, fournie d'une manière plus ou moins écologique. D'accord. Et ça a une durée de vie, par exemple, un vélo électrique avec une batterie, on va pouvoir le garder Alors, toute sa vie, on va dire, ou alors faut la bah, changer? un vélo, ça peut. Moi, j'ai un vélo qui a 50 ans, là, par exemple, ça peut durer longtemps, oui. On entretient. Et la batterie, la durée de vie aujourd'hui, ça dépend de l'usage qu'on en fait, ça dépend si on fait beaucoup de kilomètres à chaque fois, si on oublie de la recharger longtemps, bon, enfin, je ne vais pas rentrer dans un cours sur les batteries, mais il y a des particularités qui font qu'en gros, il faut la changer aujourd'hui, les premiers modèles, tous les 2 ou 3 ans, il faut remplacer la batterie. Ce qui est quand même une dépense non négligeable sur un certain nombre de vélos. Bah, c'est variable, hein, mais sur un vélo de 2000 euros, ça va coûter peut-être 500 ou 1000 euros de batterie quand même. C'est un gros. Oui, c'est un certain pourcentage, un quart du prix pratiquement. Cela dit, vous avez, comme je disais tout à l'heure, si vous louez votre batterie, votre vélo à Vélo Tango, vous n'aurez pas la charge de la batterie. C'est un des avantages du système location, ça vous permet, au moins dans un premier temps, lorsque vous êtes dans un budget, surtout un budget étudiant, je dirais, ça évite d'avoir à réinvestir. Mais ça change très vite et ça dépend des modèles des gammes de vélos. Ça dépend aussi. Si vous voulez un vélo qui soit très performant, qui aille très vite et très longtemps, c'est la durée aussi le kilométrage que vous faites sans recharger aussi qui compte, hein, dans la durée. Si vous habitez à 30 km, vous faites aller-retour tous les jours, ça fait 60 plus. Bon. Là, vous allez avoir une batterie qui tiendra moins longtemps que si vous en servez que quelques kilomètres par jour et quelques heures ou quelques minutes. Et du coup, je voulais savoir aussi si vous connaissez les plus jolies balades à faire autour de Nîmes ou à Nîmes Oui, avec alors effectivement, j'en ai rien dit de ça, mais vous avez deux types de réseaux. Vous avez le réseau urbain, et puis enfin, on ne va pas le dire comme ça, d'ailleurs, le réseau de déplacement de tous les jours. Et puis vous avez ce qu'on appelle le réseau des véloroutes et voies vertes. Donc ça, c'est un programme européen, international, national, tout ce qu'on veut. Et il y a un certain nombre d'itinéraires qui sont réalisés. Une véloroute, une voie verte, c'est une voie séparée des voitures réservée aux vélos, piétons, skateboard, parce que oui, skateboard, patinage, ou dans certains cas ouverte aux cavaliers, mais pas toujours. Donc, qui permet d'avoir des modes tranquilles, je dirais, qui ne soient pas au milieu de la circulation motorisée. Et ça, on a sur le Gard, on a plus de 100 km qui sont faits sur un programme qui en comporte à peu près 200. Vous avez des trajets. Si on prend autour de Nîmes, depuis Caveyrac jusqu'à Sommières, vous pouvez aller sur la voie verte qui est là. Vous en avez une qui longe, qui va de Beaucaire au Pont du Gard et bientôt jusqu'à Uzès. Vous avez des tronçons ensuite qui reprennent de Quissac à Ganges sur la partie ouest du département du Gard. Vous en avez vous avez l'Eurovélo 8 qui fait Genève-la Mer, le long du Rhône, et qui descend donc le long d'Avignon, Beaucaire, Saint-Gilles. Enfin,
le tronçon Saint-Gilles-Galicien n'est pas encore fait. Après, ça continue jusqu'au Gros du Roi, Aigues-Mortes, le Gros du Roi. Donc, vous pouvez aller jusqu'à la mer. Et ensuite, vous avez des tronçons qui sont faits aussi de la Grande Motte jusqu'à Sète, c'est pratiquement fait, le long de la mer. Et d'autres. Enfin, tout ça, ce sont des trajets là, plutôt destinés cyclotourisme pour les gens qui font du tourisme à vélo. Mais la campagne, leur orientation actuelle et la campagne en particulier au niveau des régionales et départementales, c'est de faire de plus en plus un usage mixte de ces voies pour à la fois non seulement le tourisme, mais le vélo du quotidien. Parce que vous pouvez très bien avoir, si on prend le tronçon ici, par exemple, il y a beaucoup de gens qui habitent dans la Vaunage et qui viennent travailler sur Nîmes. C'est sûr qu'il y a un certain nombre de personnes qui, dès maintenant, prennent leur vélo pour faire, qui habitent à Caluisson, qui habitent à Bernis, tout ça, qui vont prendre le vélo pour faire un tronçon. Malheureusement, il manque 4 km entre Caveyrac et l'entrée de Nîmes. Il manque de l'autre côté pour les Marguerites, il manque 4 km aussi, mais on essaie d'influer fortement et c'est là où on a besoin de renforts de nos associations pour peser sur les pouvoirs publics et les décideurs pour qu'ils privilégient une accélération des développements des déplacements sécurisés, d'itinéraires sécurisés pour les cyclistes, pour désengorger la circulation. Il faut savoir que d'après une étude de l'INSEE, sur Nîmes, 90% des gens qui travaillent à Nîmes n'habitent pas dans Nîmes. Donc c'est énorme par rapport à Montpellier, c'est que 60, Toulouse, c'est 60%, etc. On est une ville où il y a beaucoup, dans les emplois, il y a beaucoup de gens qui n'habitent pas sur place. Bon, il y a différentes raisons à ça, mais en particulier le prix les taxes, les impôts locaux et fonciers qui sont très élevés à Nîmes, c'est la deuxième ville de France la plus chère. Ce qui fait que les gens préfèrent ne pas, enfin, ça coûte trop cher en taxes que d'habiter sur Nîmes, de préfèrent habiter dans les villages autour. Et du coup, ça veut dire que matin et soir, il y a des cohortes de voitures ça pourrait se désengorger en ayant il y a une partie des gens, parce qu'on a un climat favorable, qui pourraient venir en vélo, qui seraient prêts à le faire, mais à condition d'avoir pas autant de risques lorsqu'ils prennent les axes de circulation. Est-ce qu'il y a un site, par exemple, où on peut retrouver toutes ces voies vertes? Oui, vous avez le site du département du Gard. Vous avez une rubrique là-dessus particulière qui donne ça. Vous allez retrouver, alors je vous invite à regarder éventuellement sur notre site d'association Croco Vélo, là vous tapez Croco Vélo sur le moteur d'achat, vous allez trouver un certain nombre de choses. Et puis vous avez donc pour les déplacements, la ville de Nîmes, l'agglomération, le département mettent en ligne des plans pour pouvoir avoir les itinéraires à vélo dans la ville, dans le département, dans l'agglo ou la région. Vous trouvez les plans généraux et voilà. Bon, et pour conclure cette présentation, donc c'est un prélude à une autre opération que l'on envisage de faire avec les professeurs responsables du développement durable dans l'université, qui serait, ce qu'on devait faire aujourd'hui, c'était un atelier de diagnostic entretien de vos vélos, à vous les étudiants ou au personnel, pour voir l'état général et puis vous aider éventuellement faire les petits réglages, regonfler, etc. Et vous donner des conseils sur des choses classiques, genre comment je répare une crevaison, comment je règle un frein ou d'autres. Et ça, on va faire ça dès que les conditions sanitaires le permettront. Oui. Parce qu'il faut évidemment des présentiels, parce qu'il faut au moins que le vélo soit là, même si vous n'êtes pas là. Et donc, ça sera au mois d'octobre à la rentrée. Enfin, une fois que la rentrée universitaire sera faite. Mais sachez que vous avez ce genre d'opération qui se déroule, même si c'est votre dernière année d'études, vous êtes l'année prochaine, dans la ville où vous serez, renseignez-vous, vous allez sûrement avoir l'occasion de pouvoir trouver des aides comme ça. Pour finir, peut-être, est-ce que justement vous disiez que vous avez besoin de soutien pour pouvoir mettre plus d'actions en place? Est-ce que vous avez besoin de bénévoles dans l'association? Oui, alors quel type de soutien? Effectivement, on a besoin de deux choses, un tout petit peu de finances, mais ça, on a à gérer ça, et surtout beaucoup de soutien parce que soit pour peser au niveau des élus, c'est toujours pareil, c'est en termes de politique, c'est en termes de voix, donc quand on représente plusieurs centaines ou milliers de personnes, on a plus de poids que si on représente 10 ou 20. Et puis ensuite, dans les opérations qu'on fait, c'est toujours quelque chose où il faut un petit peu d'aide parce que c'est pas forcément compliqué. Ça va de la rédaction d'un tract à l'entretien d'un vélo, mais si vous n'êtes pas mécano, vous pouvez pas faire la partie un peu moins
un peu plus dans le plaidoyer ou pour aller rencontrer des candidats ou des élus ou pour aller reconnaître, surtout nous aider à reconnaître, on a une petite idée de ce qu'il y a à faire chez Nîmes, mais si on fait régulièrement tous les premiers samedis du mois, par exemple, à 11 heures, on part 1 heure et demie pour regarder un quartier ou un autre qu'on souhaite aménager ou qu'on veut demander à être aménagé ou qui est en cours de travaux pour avoir un œil concret sur le terrain avec des personnes à vélo et voir, nous dire, ouais, là, c'est pas assez visible, ici, il faudrait faire ça. Sur ce tronçon-là, il y a un bout qui n'est pas du tout fait. Par exemple, ici, il y a 87 mètres dans la rue Clérisseau qui sont à piste cyclable sur une voie qui doit faire plus d'1 kilomètre. Bon, c'est pas suffisant, quoi. Ce genre de choses, parce qu'on a beau être quelques-uns, on n'arrive pas forcément à reconnaître tous les quartiers partout. Vous êtes combien On est plusieurs, il y a plusieurs centaines d'adhérents, mais disons des bénévoles, bon, on va tourner autour d'une vingtaine, hein, peut-être. Mais selon les actes, on a besoin de renforts ponctuels à certains moments, sur certaines opérations, ou simplement en veille à nous envoyer un message nous disant, voilà, dans la rue machin, où j'habite, moi, il y a ça, il y a ça qui va pas, ou il y a ce carrefour-là, il y a pas, le passage piéton n'est pas doublé par un passage cycliste, ou d'autres choses. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Avec plaisir. Il y a aussi une page Facebook, oui. Il y a une page Facebook pour Covelo et il y a un site internet classique. Merci beaucoup. Bonne journée. D'accord.